et je vais mettre la soirée sous l'égide de la loi de Brandolini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Brandolini. En anglais, c'est The Bullshit Asymmetry Principle. J'ouvre les guillemets. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les conneries est largement supérieure à celle nécessaire pour les produire. Ce qui explique, par exemple, qu'il n'y a pas très longtemps, le grand quotidien Le Monde nous publiait une demi-page d'un article signé Juan Guaido, le président intérimaire du Venezuela. Sauvons le Venezuela ensemble. Sauvons le Venezuela ensemble, avec Juan Guaido. Quelques semaines auparavant, il avait financé une opération mercenaire pour arrêter ou éliminer Nicolas Maduro, payer 262 millions de dollars. Et je vous dis ça, non pas parce que je suis un adepte de la théorie du complot, parce que, y compris la presse américaine ou la presse états-unienne, pour les puristes, CNN, le Washington Post, le New York Tribune, avaient publié cette information. Et quelques semaines après, Le Monde arrive avec Sauvons le Venezuela avec Juan Guaido. Ça nous explique que je veux dire, on a un problème avec les médias. Alors c'est un thème récurrent, je sais, quand on se rencontre. Normalement, moi je suis journaliste, j'ai aucune raison d'avoir de la haine des journalistes, mais il y a des moments, ça vous met quand même vraiment en colère. Hein. On a un problème sur les médias. Venezuela, bon, j'en parle rapidement, hein, c'est pas le thème de la soirée, mais depuis 2013, ça a été l'obsession des États-Unis, suivie comme les petits chiens par l'Union européenne, le renversement de Nicolas Maduro, Barack Obama en 2015, Donald Trump, les émeutes en 2015, 2017, tentative d'assassinat en août 2018, on a oublié, forcément, vous ne l'avez pas vu dans les médias. Avec des drones. Coup d'État en avril 2020, incursion paramilitaire, blocus économique, étranglement du pays, ça a été un truc absolument épouvantable. Il y a toujours de la corruption au Venezuela. De la petite corruption et de la grande corruption. C'est aussi toute la difficulté. La petite et la grande corruption ont participé à la tentative de déstabilisation du gouvernement de Maduro. Et là, pour le coup, excusez-moi, je me cite, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Venezuela, chronique d'une déstabilisation, qui est épuisé comme l'auteur, mais il y a tout un chapitre que j'ai intitulé Corrompu de tous les partis, unissez-vous. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la corruption au Brésil, de la corruption au Venezuela, il y a effectivement des chavistes, il y a des gaulistes, et ils travaillent en collaboration avec les corrompus de droite. Hein, c'est-à-dire que c'est pas une question de parti là pour le coup. Alors là où peut-être que je vais vous faire rigoler, si vous... la COP27, à laquelle participe Nicolas Maduro. Et il se trouve que Nicolas Maduro a croisé le président Manu Mitterrand, et que le président Emmanuel Macron, qui a reconnu Juan Guaido comme président du Venezuela, a serré la main à Maduro, en disant « Bonjour président, comment allez-vous ?» Et Maduro lui a dit « Mais quand est-ce que vous venez au Venezuela ?» Et Macron lui a dit « Mais on se rappelle après la COP 27. » Bon, on est dans une comédie. Alors vous l'avez compris. Évidemment, le problème en ce moment, c'est l'énergie, c'est le pétrole. D'un seul coup, Joe Biden aux États-Unis a dit ça serait bien quand même qu'on se réconcilie un peu avec le Venezuela pour avoir le pétrole. Et Emmanuel Macron, immédiatement derrière, dit ça serait bien à nouveau qu'on discute un petit peu pour le pétrole. Le Venezuela, je le rappelle, fait partie de la troïka de la tyrannie, qui avait été établie par John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Donc, troïka de la tyrannie, c'est Venezuela, Cuba, Nicaragua. L'Amérique latine, elle sort d'une crise, elle est encore d'ailleurs dans une crise extrêmement grave, il y a eu le Covid, comme chez nous. Hein. Donc on est dans un contexte extrêmement difficile pour l'Amérique latine. 1 200 000 morts, plus de 660 000 au Brésil. Hein, c'est le Brésil et les États-Unis, c'est les deux, j'allais dire, c'est les deux meilleurs. Plus du tiers des décès dans le monde, c'est en Amérique latine. Le produit intérieur brut de la région est revenu au niveau de 2010. Donc tous ces pays sont économiquement en difficulté. La pauvreté maintenant elle touche 33% de la population, un tiers de la population latino-américaine est en dessous du seuil de pauvreté. C'est 25 millions de personnes de plus qu'en 2019. Et donc il y a la reconstruction de tous ces pays après la pandémie. Et puis il y a eu, peut-être qui explique cette arrivée au pouvoir d'un certain nombre de présidents de gauche, de centre-gauche, alors on ne sait plus maintenant comment dire gauche, centre-gauche, progressiste, enfin bon, en gros, ce qui n'est pas la droite. Et la droite ultralibérale, il y a eu des manifestations populaires absolument énormes. Ça explique. Il y avait eu des rébellions populaires en 2019,
Parce que bien souvent, on parle que des présidents. Hein, bon, c'est un truc de journaliste, ça, pour le coup, le Brésil, c'est Lula, l'Argentine, c'est Fernandez. Mais il y a évidemment des forces sociales. Hein. Donc 2019, ça a été très très dur aussi. Hein. Révolte en Bolivie, 34 morts, 715 blessés. En Équateur, 11 morts, 1340 blessés. Chili, 27 morts, 3649 blessés. Donc 437 par arme à feu quand même. Et 405 blessures oculaires. C'est devenu la mode en Amérique latine. Les flics maintenant tirent directement dans les yeux avec les LBD. Haïti, 77 morts. Colombie, 80 morts en 2019. Ça explique en partie le retour de cette vague de gauche en Amérique latine, hein, donc avec le Chili, l'Argentine, le Pérou, le Honduras, la Colombie, le Brésil. Est-ce que ce sont des victoires de la gauche ou est-ce que ce sont des défaites de l'extrême droite? C'est pas tout à fait la même chose. Dans la mesure où je vous donne tout de suite la clé de la question, c'est que la grosse majorité de ces présidents de gauche qui arrivent, ils ont dû, pour battre l'extrême droite, passer des accords avec la droite ou le centre droit. De sorte qu'il ne faut pas attendre, et il ne faudra pas leur reprocher de ne pas pouvoir mener des politiques radicalement à gauche. Hein, ils se sont d'une certaine manière liés les mains, mais pour éliminer l'extrême droite. Alors, en matière de symbole, ce qu'on a vu, c'était l'arrivée de Gustavo Petro en Colombie. Gustavo Petro, ancien guérilleros du M19, hein, qui a déposé les armes en 85, je ne sais plus, excusez-moi. Et la cérémonie a été très, très, très significative, très intéressante, hein, puisqu'il était précédé par un président d'extrême droite, Ivan Duque, hein, qui était lui-même le fils spirituel du président d'encore plus extrême droite, Álvaro Uribe, 2002-2010. Et donc l'arrivée au pouvoir en Colombie d'un président de gauche, c'est quelque chose d'inimaginable. Hein. C'est la première fois. Dans la vie républicaine du pays, c'est la première fois qu'il y a un président de gauche. Bon. Et donc lorsque sur la place Bolivar à Bogota, Gustavo Petro est arrivé, il a dit je veux, amenez-moi, apportez-moi l'épée de Bolivar, qui en Amérique latine est un symbole. Parce que le président encore en exercice, Ivan Duque, avait refusé de sortir l'épée pour la donner au nouveau président. Et donc, Gustavo Petro n'a fait son premier discours que lorsque l'épée de Bolivar a été apportée, qui a été une innovation absolument énorme sur la place de Bogota. Le deuxième symbole, c'est qu'on se demandait, on se disait, tiens, vous savez que la Colombie a souvent été définie comme l'Israël de l'Amérique latine, c'est-à-dire un allié quasiment inconditionnel des États-Unis. On se disait, qui va représenter les États-Unis? Est-ce que, alors Biden, pas forcément, mais peut-être la vice-présidente Samantha Harris ou Blinken, le secrétaire d'État, et on a vu arriver Samantha Power. Alors Samantha Power, c'est l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. Franchement, pas terrible, hein. J'ai rien contre Samantha Power, mais enfin, bon. En même temps, donc, programme minimum, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que il faut savoir ce qu'est l'USAID. L'USAID, c'est un organisme qui dépend directement du département d'État, hein, c'est un ministère des Affaires étrangères des États-Unis, qui soutient, qui forme, alors bien sûr qui coopère un peu avec les gouvernements de droite, mais qui, lorsqu'elle a affaire à des gouvernements de gauche, soutient, forme, finance les acteurs, les organisations non gouvernementales d'opposition à tous les pays qui dérangent. Donc la présence de Samantha Power est extrêmement significative. Et puis, je vais tout de suite vous rassurer, parce que je suis sûr que dans la salle, il y en a qui sont vachement inquiets en disant mais que va devenir l'ancien président Ivan Duque, l'extrême droite, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir le recaser. Alors, rassurez-vous, maintenant il est conseiller, il est membre distingué et conseiller global du Wilson Center à Washington. Le Wilson Center, c'est un forum non partisan qui a été créé par le département d'État américain en 1968 et qui s'occupe des grandes questions mondiales pour la recherche et le débat. Et il se trouve que le président et directeur de ce Wilson Center s'appelle Mark Green, et il a été administrateur de l'USAID, la fameuse USAID, d'août 2017 à avril 2020, sous Donald Trump, à un moment où des opérations extrêmement brutales étaient lancées contre Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Donc tout ça se tient à peu près. Alors bon, le gros morceau, évidemment, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Il y a même une brésilienne dans la salle, je crois. Oui. Il ne faut pas que je me plante, là. Oui. Je suis surveillé. L'une des premières paroles de Lula, Luis Inácio Lula da Silva, après son élection,
Ils ont tenté de m'enterrer vivant et je suis là. Vous vous souvenez que Lula a été emprisonné pour corruption en avril 2018. Il a été blanchi en mars 2021 par la Cour suprême. Entre parenthèses, un nombre important de nos médias, quand ils parlent de Lula, disent encore Lula qui a été condamné pour corruption. Ils omettent de dire qu'il a été blanchi complètement, dans des conditions que je vous raconterai un petit peu plus tard, en mars 2021, mais donc il a été emprisonné pendant 580 jours. Et bon, après 4 ans de Bolsonaro, il y a encore 49% des voisins qui votent pour Bolsonaro. Ça fait peur. C'est un néo-fasciste. Hein. On n'est plus dans la droite classique, la droite traditionnelle. Lula, 2002-2010. Enfin 2003-2011. Bon. Là, pour le coup, tout le monde est à peu près d'accord. Je vais vite, il a sorti 36 millions de personnes de la pauvreté, en passant d'ailleurs un accord avec la droite, hein, c'est-à-dire un espèce d'accord de non-agression. Je ne m'attaque pas trop à vous, mais vous me laissez mener mes programmes sociaux. Hein, Lula, c'est un syndicaliste, hein, donc il discute. Et donc, les grands profiteurs de la période de Lula, 2003-2011, ça a été et les secteurs industriels et économiques, et les plus pauvres. Et les plus pauvres. Hein. Mais 36 millions de personnes sortent de la pauvreté. Bon. Ce qui est quand même... Ça n'empêche que malgré la certaine popularité de Lula, puisqu'il a été fait homme de l'année par Le Monde en je ne sais plus quelle année, le Brésil il dérangeait. Il dérangeait déjà avec Lula. Hein. D'abord parce qu'il a été d'emblée membre des BRICS. Donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et ensuite, parce que Lula, en novembre 2005, au sommet des Amériques, à Mar del Plata, en Argentine, il a fait partie de la bande des illuminés que, personnellement, j'adore, Chavez, Lula, Kirchner, Evo Morales, qui ont refusé la zone de libre-échange des Amériques, l'ALCA, parce qu'elle était catastrophique pour les pays d'Amérique latine. Et donc Lula faisait partie de la bande, même s'il apparaissait comme le modéré de la bande, mais il fait partie de la bande. Et puis il a participé à la création de l'Union des Nations Sud-Américaines en 2008, donc une organisation d'intégration régionale sans les États-Unis et sans le Canada. On dit souvent le Canada, qui est un allié inconditionnel des États-Unis. Et puis il y a eu un autre problème, c'est que en face de Rio de Janeiro, des études géophysiques ont révélé à 2000 mètres de profondeur l'existence de 100 000 millions de barils de pétrole, faisant du Brésil un pays extrêmement important, ce qu'on appelle le pré-sal. Et donc en mai 2013, le vice-président des États-Unis, je ne sais pas si vous vous souvenez comment il s'appelait, vice-président de Barack Obama, Joe Biden, il est venu plusieurs fois à Rio de Janeiro pour rencontrer Dilma Rousseff, qui était présidente à ce moment-là, pour la convaincre de permettre aux multinationales états-uniennes d'exploiter ces gisements de pétrole. Et il s'est fait gentiment éconduire, d'abord parce que Dilma Rousseff avait appris qu'elle était espionnée par la NSA, hein, de même que la compagnie pétrolière nationale Petrobras, donc elle n'était pas très contente, et puis parce que Lula avait signé un décret en 2010, un décret qui s'appelle la loi de partage, dans lequel l'exploitation de ce pétrole se ferait à partir de Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, avec un fonds social permettant de recevoir une partie des royalties pour les destiner au secteur de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. Donc les multinationales américaines, out. Évidemment, les États-Unis, pas appréciés du tout. Hein, pas appréciés du tout. Dilma Rousseff était au pouvoir, et Dilma Rousseff, c'était indépendamment du fait que personne n'a considéré qu'elle menait une politique très à gauche. Hein, mais c'était aussi après la crise économique de 2008, situation difficile, le panorama avait changé. Mais c'était quand même un barrage à l'entrée du néolibéralisme, Dilma. Hein, et il était en face d'elle, à ce moment-là, impossible de gagner une élection en prétendant réimplanter une politique néolibérale. C'est pas possible. Hein, et c'est un problème dans toute l'Amérique latine pour la droite. Arriver en campagne en disant on va rétablir le néolibéralisme, même quand les gauches ont été ou sont en difficulté, c'est pas terrible, ça passe pas. Et donc, il fallait créer un environnement favorable, et donc la droite, je ne parle pas là de Bolsonaro et des néofascistes, on dit on va créer une crise politique monumentale pour se débarrasser de Dilma Rousseff. Et c'est ce qui a été fait, puisque vous le savez, elle a été, alors, suivant les formules, victime d'un impeachment,
destitué, ou d'après la thèse qu'on est un certain nombre à défendre, oui, victime d'un coup d'État juridico-parlementaire. Là encore, il faut revenir pour vous piger bien ce qui se passe au Brésil. Comment ça fonctionne au Brésil? Là, même dans la première période de Lula ou Dilma Rousseff, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient pas la majorité. Ils n'ont jamais eu la majorité parce que le Brésil est un pays fédéral, avec des caciques locaux, avec incrustés dans tout le pays, des clientélismes locaux, et donc ces présidents de gauche, pour le coup, arrivent au pouvoir sans majorité. Donc le PT, à l'époque de Lula, était la première des minorités. Hein, mais il n'avait pas la majorité. Il était impossible pour lui d'obtenir une majorité sans composer avec ce qu'on va appeler un marais de partis liés aux caciques régionaux, dépourvus d'idéologie, dépourvus de conscience, hein, et toujours prêts à se rendre au plus offrant. Et c'est avec eux qu'il faut passer des accords pour réussir à gouverner. Et c'est la situation dans laquelle se retrouve encore Lula aujourd'hui. Hein, bon. Et donc, évidemment, dans cette situation, c'est un peu compliqué, puisque ces gens sont capables de s'offrir à l'opposition. Et en 2005, on a découvert un scandale, qu'on a appelé le scandale du Mensalao, que le Parti des travailleurs de Lula avait acheté des députés pour qu'ils votent en faveur des programmes sociaux. Donc c'était un scandale, il a été présenté comme un scandale de corruption, ce que c'est en partie d'ailleurs, mais parce que, alors là pour le coup, pour le PT, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Mais donc pour la première fois, on a parlé de la corruption du PT. Et vous avez déjà à ce moment-là une première partie de la fraction de la classe moyenne qui, scandalisée parce qu'elle a considéré comme un problème de corruption, a commencé à se détacher du Parti des travailleurs. Ça n'a pas empêché Lula de gagner une nouvelle fois, ça n'a pas empêché l'élection de Dilma Rousseff et de sa prise de pouvoir le 1er janvier 2011, mais et réélection en 2014, mais avec 51,6% des voix. Hein, déjà, les scores étaient ric-rac. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour Dilma? Alors déjà, en 2013, il y a eu des manifs. Et il y a eu des manifs, d'ailleurs tout à fait estimables au départ, menés par des jeunes, des classes moyennes, sur l'incurie des secteurs publics, sur les problèmes de pouvoir d'achat, sur le fait que le Brésil dépensait beaucoup d'argent pour organiser la Coupe du Monde de football, c'est des problèmes récurrents, hein, ce qui avait pour but en l'occurrence d'être une diplomatie qui voulait imposer l'idée que le Brésil pouvait être un partie du Conseil national du Conseil de sécurité, pardon. Mais bref, mais ces manifs ont été très très vite récupérés par la droite. Elles ont échappé à la gauche, et la droite, dès 2013, a pris la rue. Hein, c'est la droite qui a pris la rue. Et là-dessus s'est greffé ce qu'on appelle l'opération Lava-Jato. Archer, dans lequel un petit juge complètement inconnu, Sergio Moro, un juge de Curitiba, à partir de dénonciations récompensées. Alors ça, c'est un phénomène qu'on trouve beaucoup dans ce qu'on appelle le phénomène du lawfare, qui consiste à se débarrasser d'adversaires politiques en utilisant la loi. Hein. C'est la dénonciation récompensée par des remises de peine. C'est-à-dire que vous êtes chopé, et plus vous allez dénoncer les copains, et plus vous allez faire des grosses dénonciations, plus on va vous réduire vos peines. Alors évidemment, ça donne des résultats parfois un peu surprenants. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y avait pas eu de corruption au Brésil, hein. Il y a eu de la corruption évidemment. Et donc on a découvert un vaste système de marché public, truqué, liant Petrobras, la compagnie pétrolière, et les firmes du BTP, comme en particulier la plus importante qui est Odebrecht, au profit d'un grand nombre d'élus. Quasiment au profit des élus de toute la classe politique brésilienne. Sauf que le juge Moro et les juges se sont acharnés sur le Parti des travailleurs. Et il n'y a que le Parti des travailleurs qui a été mis dans la cible. Et par ailleurs, de 2003 à 2005, Dilma Rousseff, elle a été ministre de l'énergie avec Lula, et donc elle était présidente du conseil d'administration de Petrobras. Et bien qu'à aucun moment dans l'enquête de Petrobras, elle ait été nommée comme suspecte ou comme coupable, évidemment, la droite a utilisé là encore le thème de la corruption pour accabler le PT, pour accabler Dilma Rousseff, ce qui a permis ensuite au Parlement de s'attaquer à Dilma, non pas d'ailleurs pour cette affaire, et de la destituer. Alors d'abord c'est de l'affaire. Hein, le juge Moro, il était assisté d'un procureur des temps d'Alagnol. Ils se sont acharnés sur le PT. Je vous reparle de ça longtemps parce que pendant 4 ans, Bolsonaro, qui est arrivé au pouvoir, il a martelé ce discours, avec l'aide des médias. Le PT, c'est un parti corrompu. Lula, c'est un voleur. Lula, c'est un corrompu. Et ça a imprimé une partie de la population. 60% des parlementaires qui ont destitué Dilma Rousseff, 60%,
étaient sous le coup d'enquête de justice. 7 des 24 ministres du pseudo-président Michel Temer, qui a suivi Dilma Rousseff, étaient poursuivis par la justice. Et Eduardo Cunha, qui était le président du Parlement qui a destitué Dilma, il a été depuis condamné à 15 ans de prison pour corruption. C'était les partis de droite et du centre-droit. Et ils pensaient qu'ils allaient contrôler la situation, et c'est évidemment qu'ils allaient récupérer le pouvoir en 2018, puisqu'ils avaient éliminé Lula. Donc le thème, c'était tous pourris. Et la situation leur a échappé. La situation leur a échappé parce qu'effectivement est arrivé un outsider qui a dit « Moi, je suis le monsieur anti-système, je suis le monsieur propre, je suis Jair Bolsonaro ». La classe économique, elle l'a appuyé sans l'appuyer modérément, parce que non seulement Bolsonaro, il est néo-fasciste, mais il est néolibéral. Donc, je veux dire, on l'a toléré, et donc il a commencé à faire la politique néolibérale terrible. Il a privatisé Electrobras, qui est la compagnie d'électricité la plus importante d'Amérique latine. Il avait comme projet, s'il avait été réélu, de terminer la privatisation de Petrobras, etc., 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 etc. Donc, la droite, elle avait besoin de lui pour les réformes difficiles. J'ai oublié un épisode, c'est que dans les raisons pour lesquelles Dilma s'est aussi créé des ennemis, c'est qu'elle a été la première à créer une commission de la vérité pour enquêter sur les crimes de la dictature 1964-1985. Et donc, là, elle s'est mise à dos les militaires, évidemment, puisque la commission de la vérité a rendu son... Tout ça pour vous dire que, face à Bolsonaro, Lula, qui est un politique, qui est un syndicaliste, dans son ticket de campagne, il a mis un homme de droite. C'est-à-dire qu'il a comme vice-président Gerardo Alckmin, qui est un qui a participé à la destitution de Dilma Rousseff. Autant vous dire que Dilma a fait des bons hauts comme ça. Ça a créé évidemment des remous au sein de la gauche brésilienne. Mais Lula a donc toujours un programme de gauche, un programme en 121 points, justice sociale, environnement, participation de l'État. Mais le bolsonarisme, si on peut appeler ça comme ça, il n'est pas mort. Il y a des pasteurs évangéliques qui ont un rôle extrêmement important. Les évangéliques, c'est 30% de la population, 70% d'entre eux votent Bolsonaro. Le thème des évangéliques, c'est une histoire longue, ça. Ça remonte au rapport Rockefeller en 1960, qu'à l'époque où il y avait ce qu'on appelait la théologie de la libération en Amérique latine, avec des curés de gauche, des curés qui avaient pris parti pour les pauvres, et où Rockefeller a prévu Nixon en disant « Attention à l'Église catholique, elle est dangereuse ». Et c'est à partir de ce moment-là que depuis les États-Unis, d'abord l'Amérique centrale a vu une invasion de sectes évangéliques, et puis ensuite qui est arrivé au Brésil, sur un terreau favorable, dans la mesure où par ailleurs, et parallèlement, le pape Jean-Paul II, qui était un anticommuniste féroce, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, c'est un peuple polonais, a cassé la théologie de la libération, en particulier au Brésil. Et comme la nature a horreur du vide, c'est les évangéliques qui ont remplacé. Bref, on s'est beaucoup penché sur les églises, sur les évangéliques au Brésil, mais l'Église catholique a le même rôle en Bolivie. L'Église bolivienne, elle a appelé, elle a suivi, et elle a participé au coup d'État contre Evo Morales. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le coup des évangéliques, mais les évangéliques, effectivement, alors ça, on oublie, c'est le temps long. L'invasion des évangéliques en Amérique latine, le rapport Rockefeller, c'est 60. Alors là, pour le coup, effectivement, la difficulté aussi qu'on a, nous, journalistes, à transmettre à nos jeunes confrères, effectivement, 60 pour les jeunes, c'est loin. La situation est extrêmement tendue, le pays est polarisé. Lula a les mains relativement liées, il sera moins lié sur le plan international. Donc, là encore, en gros, je vais vous présenter une situation qui n'est pas enthousiasmante. Après, il faut se dire qu'elle pourrait être vachement pire. Il y a eu pendant un petit temps des manifestations extrêmement... Il y a eu des trucs spectaculaires avec des manifestations devant les casernes de bolsonaristes demandant l'intervention de l'armée avec le salut nazi. Il y a des photos absolument hallucinantes, des foules avec le salut nazi. Ce qu'on appelle ça le bolsonarisme, c'est pas encore forcément d'ailleurs un terme adéquat, mais ça montre la montée en puissance d'une extrême droite latina qui est un peu différente de celle qu'il y avait auparavant. Avant, l'extrême droite, on allait chercher les militaires, on faisait un coup d'État. Il y a une porosité maintenant, il y a une porosité entre la droite et l'extrême droite. On le voit par exemple en Argentine. L'Argentine, là pour le coup, Alberto Fernandez, il a gagné une élection de manière démocratique face à une droite qu'on peut critiquer pour son néolibéralisme, mais là pour le coup on n'a pas affaire à des putschistes. Mais
Le fameux lawfare dont je vous parlais, hein, c'est-à-dire l'utilisation de la loi, ça va en plein sur l'ex-présidente, actuelle vice-présidente, et peut-être candidate à la présidence pour la prochaine élection, Christina Kirchner, hein, qui a fait partie de cette bande très importante. Christina Kirchner, elle a été mise en accusation il y a quelque temps, en août 2022, par un procureur qui s'appelle Diego Luciani. Il a demandé sa condamnation à 12 ans de prison, hein, à l'échéance à vie de toute fonction publique, pour avoir été à la tête d'une association illicite. Alors l'association illicite, en l'occurrence, c'est l'État. Elle a été présidente. Non. Christina, bon, elle a dénoncé le procès comme étant un peloton d'exécution. Elle a dit c'est pas un procès, c'est un procès du péronisme et des gouvernements populaires. Et donc effectivement, le climat de haine qui est créé en Argentine, extrêmement polarisé, fait que il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a eu une tentative d'assassinat de Christina Kirchner à laquelle elle a échappé par miracle. Par miracle, parce que l'assassin était un maladroit, c'est tout. En Argentine, ceux qui parlent de corruption, puisqu'on accuse Christina Kirchner de corruption, c'est les gouvernements antérieurs, en particulier Mauricio Macri, qui a emprunté à une organisation criminelle qui s'appelle le FMI 44 milliards de dollars, que évidemment maintenant le gouvernement de centre-gauche doit rembourser. Donc vous imaginez la difficulté, ce qui crée des débats au sein du Frente de Todos, entre ceux qui disent mais il n'y a pas à payer, le FMI a violé toutes ses règles. En plus c'est vrai, le FMI a violé toutes ses règles en apportant 44 milliards de dollars, dont la moitié est repartie d'ailleurs en fuite des capitaux. Et il y a eu des déclarations en plus venant des États-Unis. C'est le gouvernement de Trump qui a conseillé au FMI de prêter l'argent à Macri pour empêcher la gauche de revenir au pouvoir. Lula est au pouvoir au Brésil, c'est une excellente nouvelle, mais ça ne va pas être facile. Et en gros, je vais vous dire ça à chaque fois. Il y a eu en Amérique latine, ces dernières années, beaucoup de coups d'État. Hein, il y a eu en 2002 la tentative contre Hugo Chavez au Venezuela. Il y a eu en 2004 un coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide avec la participation de la France en Haïti. Il y a eu en 2008 la tentative de renversement d'Evo Morales en Bolivie, qui a été sauvée par l'UNASUR. Il y a eu en 2009 le renversement de Manuel Zelaya au Honduras, avec l'aide de Hillary Clinton. Il y a eu en 2012 le renversement de Fernando Lugo au Paraguay. Il y a eu en 2016 le renversement de Dilma Rousseff. Et il y a eu l'exemple de Donald Trump. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre de refuser le résultat électoral. Trump, il a parti de quel principe? Puisqu'on fait des coups d'État partout, on peut très bien le faire à Washington. Bien, si ce qu'on appelle la communauté internationale avait réagi avec un peu plus de vigueur lorsqu'il y a eu des coups d'État contre des gouvernements démocratiquement élus, peut-être que Donald Trump ne se serait pas cru de faire son cirque à Washington. Et dans la mesure où Trump a fait ça à Washington, je ne vois pas pourquoi Bolsonaro, d'un seul coup, dirait moi je ne peux pas le faire. Il y a un phénomène général. Je reviens sur la responsabilité des médias. Parce que quand Evo Morales a été renversé par exemple en Bolivie, je prends Le Monde parce que c'est l'exemple classique d'un grand média qui a été connu pour sa modération, son sérieux. L'éditorial du Monde, c'était les erreurs d'Evo Morales. C'était pas un coup d'État en Bolivie. Lorsque Dilma Rousseff est renversée au Brésil, 2016, l'éditorial du Monde, ceci n'est pas un coup d'État. Au même moment, le vice-président des États-Unis, Joe Biden, quand il dit c'est une excellente nouvelle pour l'Amérique latine. On l'a oublié ça. La droite radicale devient de plus en plus admise, et puis clairement, ça échappe. La Colombie, là encore, je m'attarde aussi un peu sur la Colombie parce que c'est un pays extrêmement important. Bon, la Colombie, vous connaissez, vous savez que c'est le pays du narcotrafic, de Pablo Escobar, et qu'on sait que ça. Et puis les guérillas, les FARC. Bon, voilà. Alors, les guérillas, elles sont nées à la suite de l'assassinat d'un dirigeant qu'aujourd'hui on appellerait populiste, Eliezer Gaitán, en 1948. C'est né à cette époque-là. Hein. Les FARC, elles sont nées dans les années 60, 62, 63, si je me souviens bien. L'armée de libération nationale, pareil. Bon, voilà, donc c'est un long conflit social qui ensuite a dégénéré parce que là-dessus se sont greffés la culture de la coca, la cocaïne, le paramilitarisme. Donc le conflit est devenu assez illisible, il faut dire. Les guérillas ne sont pas demeurées les guérillas pures et dures qu'elles étaient au début. Hein, donc ça a été quasiment illisible. Résultat des courses.
On vient d'avoir, en juin 2022, un rapport préliminaire de 896 pages de la Commission de la vérité. Alors, bilan des opérations, entre 1985 et 2018, il y a eu en Colombie, du fait de ce conflit interne, 450 664 morts. 450 000 morts. 50 770 personnes qui ont été enlevées, 121 762 disparus. Donc ça nous amène à 570 000 morts. 7 700 000 déplacés. Dans l'attribution des morts, guérilla, donc des responsables des morts, les guérillas 27%, forces de l'ordre 12%, paramilitaires 45%. J'ai pour habitude, j'ai mauvais esprit, de mettre ensemble les forces de l'ordre et les paramilitaires, parce qu'en réalité, ça a été une nébuleuse, ça fait 57%. On retrouve les équilibres qu'on a trouvés par exemple à la fin du conflit au Salvador, où la commission de la vérité avait montré que 90% des crimes commis étaient ceux de l'armée et des escadrons de la mort, et environ 8%, si je me souviens bien, aux guérillas, ou au FMLN, au Salvador. On retrouve le même ordre d'idées, en rappelant juste comme ça au passage que les paramilitaires sont nés d'un conseil qui a été donné en 1962 au gouvernement colombien par un conseiller américain, états-unien, le général William Uriah Brooks. Ça a eu un intérêt énorme, surtout à partir des années 90, c'est que ça a permis de montrer à la communauté internationale une armée relativement propre, vous voyez, 12% des exactions dans un conflit, dans une guerre c'est jamais propre, ça va, et d'attribuer la majorité des massacres à des groupes qu'on ne contrôlait pas, qui étaient les paramilitaires. Et ça a permis à l'armée colombienne de recevoir l'aide économique des États-Unis, en particulier à travers le plan Colombie. Et puis je note quand même au passage ce qu'on appelle des faux positifs, qui sont des pauvres airs qu'on a chopés, à qui on a promis du travail, qu'on a embarqué dans la campagne, à qui on a fait remettre un uniforme de guérilleros, qu'on a assassiné et qui ont été présentés par les militaires comme des victimes tombées en combat. Ce qui permettait aux militaires de recevoir des primes ou des permissions. On a cru sortir de tout ça en 2016 avec une négociation entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC, qui était la guérilla la plus importante, 15 000 combattants, hommes et femmes. Bon. Donc il y a eu les accords de la Havane. Alvaro Uribe, qui était le président d'extrême droite 2002-2010, était relativement sur la touche. En 2018 est élu le président Ivan Duque, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est maintenant au Wilson Center. Seulement, on a découvert par la suite qu'il y a un certain nombre de votes, en particulier sur la côte atlantique, qui ont été achetés. Et en lien avec le narco-paramilitarisme, en particulier avec un narco qui s'appelle José Pepe Hernandez, qui a été assassiné depuis. Donc, y compris l'élection de Ivan Duque, elle est extrêmement douteuse. Mais bref, Duque est élu, il fait du Uribe, il se marie avec Trump, il agresse en permanence le Venezuela, c'est le pays limitrophe du Venezuela, il y a 2300 km, 2200 et quelques kilomètres de frontières, donc c'est le fer de lance de l'agression contre le Venezuela pour aider Trump, et Trump ne va pas être en première ligne. Et surtout, il va torpiller les accords de paix. Indépendamment du fait qu'il a une politique antisociale qui est aggravée par la pandémie, évidemment, on est toujours dans le contexte de la pandémie. Donc vous avez 21 millions de pauvres, dont 7 500 000 personnes dans l'extrême pauvreté. Sauf que quand même en 2018, pour la première fois, la gauche fait un score intéressant avec déjà Gustavo Petro. C'est la première fois dans l'histoire. Dans son mandat, l'assassinat de 1400 dirigeants sociaux, c'est-à-dire des dirigeants sociaux, c'est des gens comme vous peut-être, syndicalistes, défenseurs des droits de l'homme, défenseurs de l'environnement, 1400 en 4 ans, et 350 ex-combattants des FARC qui ont déposé les armes. Ce qui évidemment va provoquer le retour au maquis d'un certain nombre d'ex-guérilleros qui préfèrent reprendre les armes que de se faire tirer comme des lapins, et donc va ajouter à la confusion dans laquelle elle va se trouver confronté. Je vais prendre juste un exemple sur le sabotage des accords de paix pour vous donner un petit peu l'idée des problèmes auxquels va être confronté Petro.
Le premier point de l'accord de paix, donc, il y a eu 4 ans de négociations entre les FARC, parce qu'on a souvent présenté les FARC comme des organisations narco, terroristes, criminelles et tout. Ils ont négocié pendant 4 ans sur un plan idéologique, politique, avec des accords de paix d'ailleurs qui sont un modèle, s'ils étaient appliqués. Par exemple, le premier point de l'accord, c'était une réforme rurale intégrale permettant d'octroyer la terre aux paysans. Alors, ça n'a pas été fait. Petro va devoir s'attacher à cette tâche. La paysannerie, ça a été à la fois le cœur et les victimes de ce conflit armé interne. C'est-à-dire que les guérilleros, à 90%, c'était des paysans. La production agricole colombienne, elle est sinistrée depuis les années 1990, lorsqu'il a été décidé d'ouvrir le marché national à la production agricole mondiale. Bon, phénomène classique de la mondialisation néolibérale, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas la peine. Les ananas, le café, le yucca, le maïs, les haricots, tout ça, c'est devenu pas compétitif, donc les paysans ont crevé de faim. Donc les paysans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux dire, ils ont cultivé de la coca. Bon, voilà, point, terminé. La paysannerie, elle a eu un rôle fondamental dans les accords de paix de 2016. En 2012, en 2013, il y a eu un soulèvement de la paysannerie colombienne. Alors, ça n'a pas trop suivi parce que l'Amérique latine, là pour le coup, nos médias sont très inattentifs en réalité. Là, c'était un soulèvement de paysans en Colombie, avec des barrages routiers, des manifs, etc., etc. Le président Juan Manuel Santos, à l'époque, a pris des engagements, un plan d'aide sociale. Ça n'a pas été tenu. Donc, vous avez eu un grand sommet agraire de 5000 personnes à Bogota, qui a été inauguré, donc on était en 2014, par Gustavo Petro, il n'est pas survécu du néant non plus. Voilà. Et donc la revendication de la paysannerie, c'était souveraineté alimentaire, défense des territoires et paix avec justice sociale. Voilà. C'est pas la révolution, c'est pas la révolution. Et si Juan Manuel Santos a été réélu après son premier mandat, ça a été précisément sur la promesse de continuer les négociations et avec les paysans et avec la guérilla. C'est pour ça qu'il a été réélu. Donc la paysannerie a eu un rôle extrêmement important. Dans les accords de paix, il y a le fameux qui était extrêmement important, y compris pour nous, pays dits développés, consommateurs de la cocaïne. Programme national intégral de substitution des cultures d'usage illicite, qu'on appelle le PNIS en Colombie. C'est-à-dire qu'on dit aux paysans, écoutez, vous allez arrêter de cultiver de la coca, et puis on va remplacer ça par des cultures licites. Et vous allez gagner votre vie, et tout le monde va être heureux, et tout le monde va être content. Et donc, dans tout ce qui concerne la substitution, les paysans devaient participer pour définir des cultures qu'ils allaient développer en fonction des sols et du climat, c'est-à-dire une participation de la paysannerie. Bon, tout ça, ça a été torpillé par Duque, ça n'a pas eu lieu. Alors, le résultat des courses, c'est quoi? Alors là, les chiffres que je vais vous donner, je les ai récupérés en mai de cette année dans le Magdalena Medio, je suis allé en Colombie, dans les communautés paysannes, et avec les organisations que je connais depuis Perpète, et ils m'expliquaient la situation. C'est-à-dire une résurgence des groupes armés, parce que lorsque vous êtes un paysan colombien, là, à l'heure où nous parlons, si vous cultivez 150 kg de yucca, ça vous ramène entre 250 et 260 euros. Alors la yucca, il faut la cultiver, il faut la transporter, c'est compliqué. 250 euros pour 150 kg. 1 kg de coca, 875 euros. Une journée de travail dans la yucca, 7,50 euros. Une demi-journée de travail de raspachin. Le raspachin, c'est l'homme qui arrache les feuilles de coca. 38 euros. C'est pas la peine de vous faire un dessin, si vous êtes paysan colombien dans la panade. Et puis vous avez alors les groupes criminels armés de toute obédience. Guérilla, la résurgence des FARC, paramilitaires, etc., qui viennent, voir les jeunes en particulier, qui disent voilà, écoute, on te prête 5 millions de pesos, ça fait 250 euros, pour que tu recèles de la coca. Parce qu'il y en a qui ont suivi le projet, qui ont commencé à éradiquer la coca. Il y a 2 ans pour rembourser. Et ils sont pris au piège. Et évidemment, ils sont pris au piège. Tout le monde est enchaîné. Il y a une impossibilité d'en sortir. Si vous ne payez pas, vous prenez une balle dans la tête. C'est pas compliqué. Quiconque entend cultiver autre chose se retrouve dans le danger des groupes armés. Il y a eu entre novembre 2016 et juin 2021 75 dirigeants promoteurs de la substitution qui ont été assassinés par les groupes armés. Et puis les jeunes, c'est pas compliqué,
ils n'ont aucun espoir de santé, d'éducation, d'avenir, de formation professionnelle. Les groupes viennent et leur offrent 1 million de pesos, c'est-à-dire 250 €, une moto et une arme. Et voilà, et tu fais partie de la bande. D'après le résultat des courses, d'après l'organisme des États-Unis, de la Maison-Blanche, National Drug Control Policy, l'ONDCP, en 2018, il y avait 208 000 hectares de coca en Colombie. En 2021, 234 000 hectares, bien que 320 000 hectares aient été éradiqués. C'est-à-dire que plus on éradique, plus on recèle. Mais alors en plus, comme on a éradiqué pendant longtemps avec du glyphosate, ça détruit les cultures vivrières, donc les paysans vont plus loin, détruisent l'Amazonie, détruisent la forêt. Donc c'est un cercle absolument infernal contre lequel Petro a eu des déclarations extrêmement fortes, aussi bien devant l'ONU, en disant il faut en finir avec ça, la guerre à la drogue c'est un échec total, il faut que les pays du Nord prennent leurs responsabilités parce que c'est eux qui consomment. C'est eux qui consomment, hein, c'est pas uniquement la Colombie qui produit. Et donc, ce contexte a produit en Colombie des protestations massives depuis 2019, à une club nationale en 2019, plus d'1 million de personnes à Bogota, à Cali, à un peu partout. Les étudiants, ce qu'on va appeler bientôt en Colombie et au Chili la primera línea, la première ligne. Les étudiants, les jeunes, les défavorisés, les marginalisés, qui vont prendre les choses en main de manière assez radicale, suivis par les centrales syndicales. Et 2019, souvenez-vous, c'était des émeutes partout, au Chili, en Équateur, en Haïti. 2021, pareil, je résume, manifestation extrêmement importante, parce que, tiens, je vais vous faire rire, Ivan Duque voulait faire passer une réforme des retraites. Donc, même punition, mêmes effets, sauf que là-bas, il y a eu réellement une résistance. Et puis augmentation de la TVA sur les produits de première nécessité, etc., etc. Là, vous aviez des manifestations énormes avec des panneaux, c'était en pleine pandémie. Si un peuple sort pour manifester au milieu d'une pandémie, c'est parce que le gouvernement est plus dangereux que le virus. C'était le mot d'ordre en Colombie en 2021. Et y compris les villes colombiennes ont découvert les méthodes du gouvernement. Parce que le conflit armé interne, il s'est toujours déroulé dans les campagnes. Les villes étaient relativement peu touchées. Or là, en 2021, la police a tiré à armes réelles, avec des balles. Les paramilitaires sont venus intervenir dans les villes, et donc les citadins, la gauche modérée, a découvert ce qui se passait en Colombie. Et pareil, Petro, c'est de là qu'il survit. La victoire de Petro, c'est de ça que ça survit. 84 morts, 1790 blessés, dont 103 traumatismes oculaires, donc le grand classique. Et donc apparaît il n'apparaît pas, il était déjà là, mais le pacte historique, qui est la coalition qui va amener Petro au pouvoir. Je fais très très vite pour ceux d'entre vous qui veulent du détail. Il y a Colombie Humaine, donc qui est le parti de Petro, le pôle démocratique alternatif, qui est la gauche centre-gauche, qui est là depuis très longtemps, l'Union patriotique. Alors l'Union patriotique, c'est un cas très particulier, c'est un parti qui a été créé lors d'une première négociation de paix en 1983 avec le président Belisario Betancourt, où Betancourt avait dit aux FARC, écoutez, rentrez dans la vie politique et on signe un accord de paix, donc on a une trêve et vous créez un parti politique. Et un certain nombre de dirigeants des FARC, de la guérilla, étaient sortis de la guérilla. Et avec des militants de gauche, en particulier du Parti communiste colombien, créé un parti politique qui a participé aux élections, qui a eu un succès relatif dans les élections locales, et dans les quelques années qui ont suivi, 2-3 années, qui s'est retrouvé avec 5733 morts. Dirigeants, militants, sympathisants. Et donc, un certain nombre de guérilleros qui étaient sortis pour participer à la politique sont remontés dans la montagne, et en particulier Ivan Marquez, qui était le chef des négociations en 2016, qui avait été élu député suppléant en 1985. Et donc, Gustavo Petro emmène cette coalition, et là encore, je m'arrête sur là où il va y avoir le problème. On a tous retenu la victoire de Petro, mais le 13 mars, il y avait eu les élections législatives, et pour le Sénat. 54,5% d'abstention. Alors c'est plus qu'au Venezuela où l'opposition boycotte les élections, entre parenthèses. Et Gustavo Petro n'a pas, évidemment, la majorité ne va pas avoir. Alors, lors de ces législatives, on s'est aperçu d'ailleurs qu'il manquait 500 000 voix, qui avaient disparu. Donc là, il y a eu les militants du parti historique qui se sont mobilisés, ça a été le grand combat, ils ont récupéré les 500 000 voix, et donc ils ont récupéré 4 sénateurs en plus. Ça avait été une tentative de fraude. Mais bref, lorsque Gustavo Petro arrive au pouvoir, il a cette phrase qui va vous choquer si vous êtes de gauche.
j'ouvre les guillemets, nous allons développer le capitalisme. Non que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité. Voilà le contexte. Et quand on connaît la Colombie, on ne peut pas lui donner tort. On ne peut pas lui donner tort. Parce que, compte tenu de sa faible force au Congrès, c'est-à-dire au Sénat et la Chambre des représentants, il a fallu qu'il passe des accords avec la droite et le centre-droit. Alors déjà, avant le premier tour, il avait essayé d'attirer le Parti libéral, qui est un parti un peu attrape-tout, on va dire centre-droit, pour aller vite. Et le chef du Parti libéral, César Gaviria, qui a été président entre, je ne sais plus quelle année, avant Uribe, a dit d'accord, on passe un accord, mais nous on veut le ministère de la Défense et de l'Économie. Et Petro a dit, oui d'accord, les armes et le fric. Donc il l'a envoyé péter avant le premier tour. Mais après le deuxième tour et après la victoire, le Parti libéral s'est rallié à Petro. Alors il faut dire aussi que la base du Parti libéral réclamait une alliance avec Petro depuis longtemps déjà. Bon. Mais donc, Petro a appelé à un grand accord national. Et il y a en Colombie une espèce de coutume, depuis très longtemps, c'est qu'on se rallie assez facilement aux vainqueurs. Par pur opportunisme. Donc le Parti libéral s'est rallié. Le Parti de la Moue, qui est le parti de l'unité, donc qui est le parti de Juan Manuel Santos, qui est un parti de droite, s'est rallié. Le Parti conservateur a dit on ne se rallie pas, mais on votera tout ce qu'on trouve intéressant. Et donc, aujourd'hui, Petro, avec cette majorité composite, a effectivement la majorité au Congrès, à la Chambre, ne reste dans l'opposition que le Centre démocratique d'Alvaro Uribe, et puis un autre parti qui s'appelle Cambio Radical. Petro, il est conscient, hein. Petro, il est conscient, il a expliqué, là je vous reprends alors très très vite ce qu'il a dit. Il a dit, il y a deux forces en tension. Il y a des gens qui me rejoignent pour que rien ne change. Il le dit. Il y a des gens qui me rejoignent pour que rien ne change. En disant, nous allons participer au gouvernement pour amoindrir les réformes. Là, ce que je vous cite, c'est une interview de Petro. Hein. Donc il sait. Et puis il dit, mais en même temps, ce qui vient de la base de la société et qui vont demander plus de réformes. Et donc, je vais être pris en étau entre ces deux forces et tout se terminera par un juste milieu. Et j'espère que tout se terminera par un juste milieu. L'armée qui a été formatée, qui est encore dans la doctrine de la sécurité nationale des années 60, avec l'ennemi interne. Et juste avant quand il formait son cabinet, Petro a déclaré à quelqu'un que je connais bien, je peux vous dire d'ailleurs qui, Mélenchon, il m'a dit si jamais je me trompe dans la nomination du ministre de la Défense, on est tous morts. Et on a cru, on a craint pendant très longtemps, et c'est pas fini que Petro soit assassiné. Ça ne serait pas le premier. Il y a eu 5 candidats à la présidence, de gauche ou de centre-gauche, qui ont été assassinés en Colombie dans les années 90. Hein. Officiellement, il n'y a pas eu de dictature en Colombie. Il n'y a pas eu Pinochet, il n'y a pas eu Videla, il n'y a pas eu... Non, mais la vie démocratique a été tout à fait particulière. Pour rassurer les marchés, vous avez à l'économie un type qui est un centriste. Hein, un centriste... centre-droit. À l'agriculture, une ex du Parti libéral. À l'éducation, un ancien ministre de Juan Manuel Santos, etc., etc. Aux affaires étrangères, vous avez Álvaro Leiva, alors là qu'on connaît quand on suit le conflit colombien, qui a été impliqué dans toutes les tentatives d'accord de paix, hein, qui est un conservateur, mais qui a été impliqué dans toutes les tentatives, y compris lorsqu'il y avait les FARC voulaient échanger leurs otages contre les prisonniers guerrilleros. Vous avez souvenez-vous de l'affaire Émile Bettencourt. Hein. Donc Leiva était là pour essayer de favoriser cet échange humanitaire. La vice-présidente. Oui. Ah bah oui, alors, Francia Márquez. Alors là, pour le coup, c'est la gauche de Petro. Hein. C'est une dirigeante féministe, noire. Ça ne veut pas dire que quand on est noir, on est bon. Hein. Mais voilà, là, tout le profil de la gauche, elle a été très importante pour mobiliser dans les campagnes, pour mobiliser dans les quartiers populaires, Francia Márquez. Hein. Donc la ministre des Mines, elle fait partie du mouvement de Francia Márquez, Soy porque somos, je suis parce que nous sommes. À la culture, vous avez Patricia Arisa, qui est une militante depuis des années de l'Union patriotique, ce parti qui a été décimé. Et à la défense, on a un type vachement intéressant qui s'appelle Iván Velázquez, qui a été coordinateur d'une unité spéciale de la Cour suprême, qui a fait condamner 50 membres du Congrès pour leur lien avec les paramilitaires.
c'est un ennemi juré d'Álvaro Uribe, c'est un ennemi juré des militaires. Tellement, quand on arrive au pouvoir, Petro a limogé 50 généraux. Parce que, par exemple, le chef des services de renseignement est toujours un uribiste, c'est toujours un type d'extrême droite. À partir de maintenant, c'est les maires qui commandent aux militaires. Dès qu'il y a un danger sur la population de fait de groupes armés, les maires demandent aux militaires d'intervenir. C'est-à-dire qu'on veut de la prévention, pas pleurer après les victimes. C'est un changement complètement radical. Est-ce que les militaires vont faire cette autre histoire? Dans ces mouvements sociaux de 2019 et 2019-2021 en Colombie, des militants qui ont été emprisonnés, des jeunes qui ont été emprisonnés, qui sont toujours en prison aujourd'hui, qui ont été condamnés d'une manière expéditive. Gustavo Petro, qui a été porté au pouvoir en partie par ces mouvements sociaux, dès qu'il est arrivé, il a dit qu'il faut faire libérer les jeunes qui sont toujours emprisonnés. Ce à quoi je ne sais plus qui a répondu, mais attendez, on ne peut pas faire ça comme ça, il faut que la justice range, il faut quelque chose. Donc en ce moment, en Colombie, on est en train de chercher la formule permettant de libérer les jeunes qui ont participé, enfin pas que les jeunes d'ailleurs, mais ceux qui ont participé aux manifestations et qui sont toujours emprisonnés. Ce qui a été le plus remarqué, évidemment, quasiment au bout de 3 jours, Gustavo Petro rétablit les relations diplomatiques avec le Venezuela. Les relations ont été rompues parce que depuis la Colombie sont parties des agressions, y compris armées, contre la République bolivarienne. Rétablissement des relations avec le Venezuela, rencontre Petro Maduro il y a quelques jours, et y compris là à la COP27, d'ailleurs je me souviens, vous voyez, la COP27, Petro et Maduro ont fait une déclaration commune pour réactiver les mécanismes de protection de l'Amazonie. Elle va arriver là-dessus. Donc là, pour le coup, c'est extrêmement positif. Au-delà des bémols que je mets un peu partout. Et puis Petro, il n'a pas hésité, là, il y a encore quelques jours, d'accuser les États-Unis de ruiner toutes les économies du monde pour favoriser leur intérêt. Ce qui est compliqué, c'est qu'en Colombie, il y a 7 bases militaires utilisées par l'armée des États-Unis. Et, figurez-vous, que Duque, Uribe et même Romero Santos ont rien trouvé de mieux que de faire de la Colombie un allié global de l'OTAN. Là, pour le coup, c'est un autre débat, mais l'OTAN, qui serait une organisation défensive, c'est complètement bidon. L'OTAN n'a rien à faire en Amérique latine. L'OTAN n'a rien à faire en Amérique latine. Or, la Colombie est un allié global de l'OTAN. La Bolivie, vous êtes au courant, donc coup d'État contre Evo Morales, novembre 2019. Coup d'État, là encore, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais je veux dire, il n'y a pas eu de fraude à l'élection de 2019. Lorsque Janine Agnès se proclame présidente, vous avez immédiatement 23 ambassadeurs et 15 représentants du corps diplomatique qui viennent la saluer, lui présenter leur créance. Alors il y a le nonce apostolique, il y a l'ambassadeur de l'Union européenne, il y a l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, l'ambassadeur d'Italie, c'est-à-dire que le coup d'État a été organisé avec l'Organisation des États américains, tu l'as évoqué, qui est entre les mains d'un bandit à la solde des États-Unis, voilà, de notre peuple, qui s'appelle Luis Almagro. Il y a des pays qui sauvent l'honneur, il y a des pays qui ont sauvé Evo Morales, c'est le Mexique et c'est l'Argentine qui ont accueilli Evo Morales. Il était en danger, Morales, il ne s'est pas enfui comme un lapin parce qu'il avait... Non, il était vraiment en danger. Les ministres boliviens à l'époque et les membres de la famille d'Evo Morales étaient pris par les putschistes. Ils disaient, si ton frère ne démissionne pas, on te descend. Ça a été ça. Il y a des documents qui montrent que l'Argentine de Mauricio Macri et l'Équateur de Lénine Moreno ont livré du matériel pour l'armée bolivienne pour réprimer les manifestations. Alors pourquoi en fait la Bolivie, d'ailleurs entre parenthèses, alors pétrole, le Venezuela, pétrole, vous avez compris, vous savez tous, la Bolivie c'est le lithium. C'est le lithium. Alors le lithium, c'est la course en ce moment. Or, le gouvernement d'Evo Morales, comme celui d'ailleurs maintenant qui a pris la suite, Luis c'est tout développement doit être fait avec la Comibol, qui est la compagnie nationale, compagnie minière nationale.
il y avait des accords qui avaient été passés avec une compagnie allemande et une compagnie chinoise. Ça ne plaisait ni aux États-Unis, ni aux élites néolibérales de Bolivie, donc il fallait que Evo saute. C'est pas fini, ça recommence. À l'heure où je vous parle, donc Luis Arce a été élu démocratiquement, comme l'avait été Evo Morales. La situation sociale et économique en Bolivie s'améliore. Et là, depuis maintenant une vingtaine de jours, la mouvance néo-fasciste, là pour le coup j'emploie sans hésiter, on peut parler de droite radicale, là c'est plus droite radicale, c'est néo-fasciste, et ce qu'on appelle les comités civiques de Santa Cruz sont en train à nouveau d'essayer de déstabiliser Luis Arce. Manifestation avec une grève générale qui ne prend d'ailleurs qu'à Santa Cruz, avec une implication maintenant des mouvements sociaux, parce que, alors très très vite, je vous explique ce qui se passe. Le comité civique de Santa Cruz, c'est un homme qui s'appelle Luis Fernando Camacho, qui est un néo-fasciste et qui a été le fer de lance du renversement des Morales. Bon. La Bolivie doit organiser un recensement. Du fait de la pandémie, la préparation du recensement a été retardée, donc le gouvernement bolivien a dit on fera le recensement en 2024. Du recensement en 2024 dépend évidemment le nombre de députés par région et puis les allocations qui vont être données dans ces régions. Et donc Santa Cruz dit pas question qu'on repousse à 2024, qui est un prétexte. Donc, grève générale, alors c'est pas grève générale, c'est le paro. Un paro, c'est quand vous paralysez tout. Donc Santa Cruz paralyse tout, sauf que il paralyse la ville, le petit commerce, le commerce informel, etc. Mais les grandes entreprises, elles, continuent à travailler et à exporter. Donc le gouvernement de Luis Arce a dit, ok, mais puisque c'est ça, interdiction d'exporter, de manière à ce que le marché intérieur soit approvisionné. Et les paysans des alentours sont en train d'encercler Santa Cruz en disant, puisque vous faites une grève générale et que vous nous privez de tout, nous maintenant c'est nous qui vous encerclons. Donc on est dans une période extrêmement tendue. Il s'est passé la même chose en 2008, c'était la toute jeune UNASUR, Union des Nations Sud-Américaines, qui avait dit aux putschistes, il est hors de question, ça venait d'être créé par Chavez, par Lula. Et là, pour le coup, le fait d'avoir dans la région Lula, Petro, Maduro, etc., va sans doute peser lourd dans la balance de ce qui peut se passer en Bolivie. Mes amis, si Bolsonaro gagne au Brésil, dans les jours qui suivent, vous avez un coup d'État en Bolivie. Bolsonaro n'a pas gagné. Donc, ça va être plus compliqué pour les putschistes. Le Pérou, à toute vitesse, là encore la gauche, Pérou libre. Castillo, alors au Chili, c'est un ancien dirigeant étudiant, au Pérou, c'est un ancien dirigeant syndicaliste enseignant. Bon. Il est complètement inconnu, c'est un parti qui lui prête le parti, il n'a pas de parti, donc c'est un parti marxiste-léniniste, en plus un truc un peu baroque aujourd'hui, qui lui dit, bon, moi je peux pas, le patron du parti ne peut pas se présenter parce qu'il est sous le coup d'une poursuite de je ne sais plus quoi. Donc il dit, bah écoute, on te prête le parti, ça en existera. À aucun moment ils n'imaginent qu'ils vont gagner. À aucun moment ils n'imaginent qu'ils vont gagner. Et il arrive en tête au premier tour, Pedro Castillo. Il arrive en tête avec 19% des voix, hein. C'est pas 19% des voix. Bon. Sauf qu'au deuxième tour, contre qui est-ce qu'il se présente? Il se présente contre Keiko Fujimori, la fille de l'ex-dictateur. Et là, pour les Péruviens, c'est un dilemme infernal. Alors, il y en a qui vous disent, moi je vote ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Keiko Fujimori, c'est le retour de la droite ultra-libérale, etc., etc. Donc, Pedro Castillo va gagner au deuxième tour. L'arnaque, c'est pas une arnaque, c'est qu'en fait, il ne gagne pas, c'est pas la gauche qui gagne. C'est le rejet de Keiko Fujimori. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui votent pour Pedro Castillo qui le font parce qu'ils ne veulent pas de Keiko Fujimori. C'est pas parce qu'ils sont de gauche. Et donc, il est, j'allais dire, il est un peu à poil. Hein, en parlant, je ne peux même pas vulgairement, mais un peu comme dans la vie. Hein. D'autant que lui non plus n'a pas la majorité au Congrès. Et donc, dans ce contexte-là, Keiko Fujimori, Keiko Fujimori, qui n'a évidemment pas intérêt à laisser la situation normale, parce qu'elle est poursuivie pour corruption et a presque 30 ans de prison. Donc, tant qu'elle est députée, sénatrice, présidente, elle s'en sort, mais le jour où il y a vraiment un gouvernement... en plus, le Pérou, c'est la folie en ce moment. Ils ont renversé, ça doit être 5 présidents là, en 3 ans, en 4 ans. Et donc, la droite, en fait, empêche Castillo de gouverner,
De sorte que personne aujourd'hui pourrait dire que le gouvernement Castillo est un gouvernement de gauche. C'est un gouvernement de survie. Les ministres sont cités en permanence par le Congrès pour les révoquer. Castillo est sous le coup d'une accusation de corruption bidon, mais peu importe. Il ne peut pas gouverner. Donc c'est plus un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement qui est dans la survie et qui essaye de louvoyer pour se sauver. Là, voilà, là encore, donc là on a évité, enfin on n'a rien évité du tout en réalité, malheureusement, au Pérou. Et puis alors Gabriel Boric au Chili, et j'arrête après. Ma parole. C'est une promesse de campagne. Non, Gabriel Boric, là c'est pareil, c'est la Légion étudiante, 2011, qui catapulte sur la scène nationale. En 2014, il devient député. Il est élu en 2016. Alors juste un truc quand même au passage. Boris, il est passé de l'université à la vie politique. Il n'a aucune expérience de la vie réelle. C'est important, hein. Maduro, il a été chauffeur de bus, Petro, il a été guerrillero, Castillo, il a été enseignant, vous les prenez tous, ils ont tous eu une vie avant. Boris, il sort de l'université, il se retrouve président. C'est pas anodin. C'est pas anodin, on va le voir, et j'espère que ça va bien se terminer, parce qu'en ce moment, au Chili, il y a un malaise. Bon, mais bref. Donc, Gabriel Boric, 2019, une explosion sociale, une force absolument dévastatrice, avec les jeunes, avec le pays qui pendant, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines, mais le pays sont dessus, ou sont dessus-dessous. Un truc phénoménal, réprimé de manière terrible par le gouvernement Piñera. Et alors arrive le premier tour de la présidentielle, et là c'est la douche froide. C'est l'extrême droite qui arrive en tête. C'est même pas la droite traditionnelle qui a été complètement débordée par les événements, c'est l'extrême droite, avec un type qui s'appelle Antonio Cast, avec 28% des suffrages, avec 53% d'abstention. Alors que tout le monde s'imaginait, alors y compris Bibi, qu'il allait y avoir un raz-de-marée pour la gauche. Non, pas du tout. Et Cast, il s'inscrit dans la grande ligne de Bolsonaro, de Vox en Espagne, de Trump aux États-Unis. Et en fait, en réalité, ce qui s'est passé au Chili, c'est qu'il y a eu un glissement des secteurs majoritaires de la droite et du centre vers l'extrême droite. Vers l'extrême droite. Et là, c'est la panique. Et sous la menace de l'extrême droite, effectivement, il va y avoir un rassemblement de toutes les forces démocratiques, là pour le coup je vais dire, autour de Boris, pour finalement passer au deuxième tour, mais donc dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc il est élu en décembre 2021, et en principe il y a eu l'élection d'une assemblée constituante, qui s'est mal terminée. Alors là pour le coup personne n'a encore vraiment analysé la raison du rejet de cette constitution, parce qu'elle a été rejetée par les Chiliens, alors que là encore, a priori, on s'imaginait que il y a plein d'explications. Je ne suis pas tout seul, on est en train de travailler là-dessus pour comprendre ce qui s'est passé. Là, peut-être la première chose, c'est que d'abord, ce n'était pas une véritable assemblée constituante. C'était une convention constituante, c'est-à-dire qu'elle avait dès le départ les ailes rognées. C'est-à-dire que, pour ne pas tout bousculer, on avait dit aux constituants, il y a des sujets auxquels vous n'avez pas le droit de toucher. Vous n'avez pas le droit de toucher aux accords internationaux. Donc là, c'est quoi, des traités néolibéraux. Vous n'avez pas le droit de toucher à ça, vous n'avez pas le droit de toucher. Alors déjà, d'emblée, ça... Bon. Après, du fait du phénomène de l'explosion de 2019, il y a eu l'élection de beaucoup d'individuels radicaux. Mais hyper radicaux, hyper individuels et hyper radicaux. Ce qui va donner au bout du compte une constitution, par exemple, avec 388 articles. Pour le Chilien de base, 388 d'une constitution. Et par ailleurs, Boric fait, alors je ne sais pas ce qui m'est venu en tête, en disant il va y avoir le référendum, mais de toute façon, même si la Constitution est approuvée, le Congrès va la modifier. Bon, dans ces conditions, et là, après il faudrait rajouter, mais là il faut être très prudent parce qu'on joue sur du délicat. C'est un phénomène qui touche un peu toute l'Amérique latine et pas que l'Amérique latine. C'est-à-dire que cette Constitution, elle a été, du fait de sa composition un peu radicale, beaucoup plus sociétale que sociale. C'est un phénomène maintenant qui se généralise. Et là encore, je ne veux choquer personne dans la salle, personnellement je suis pour la défense des homosexuels, la défense de tout le monde. Mais lorsque la gauche,
ne s'attache plus qu'à ses problèmes. Et c'est aussi fait pour le Brésil. La gauche est complètement branchée là-dessus. C'est charbonise, d'une manière caricaturale, sur la Gay Pride. Et ne s'occupe pas de la privatisation de Petrobras et d'Electrobras. Et bien, ça foire le compte. Ça ne veut pas dire que les droits des minorités ne doivent pas être défendus. On se comprend bien. Je pense qu'il n'y a pas d'équivoque dans mon discours. Mais ça ne peut pas être l'argument central. Les classes populaires, elles se détachent d'une gauche qui n'est que sur les sujets de société. Ça s'est passé au Chili, ça s'est passé en partie au Brésil. C'est-à-dire au Brésil, ça ne parle pas aux paysans, même s'il est réactionnaire. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais ça ne parle pas à la masse des paysans, à la masse des gens dans les interventions. Voilà. Donc le Chili, pour le moment, et sur le plan international, le président Boric, il est très aligné sur Washington. Et là, on se rend compte qu'en réalité, de se calquer sur la gauche européenne. Ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie, mais la social-démocratie, c'est plus tout à fait ce qu'elle était au départ. Moi, je me considère comme un social-démocrate radical, je ne suis pas un révolutionnaire. La social-démocratie, dans la manière dont elle a été pensée, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça ne me paraît pas scandaleux, ça me paraît plutôt malin, plutôt astucieux. Enfin, c'est plus tout à fait ça. Mon ennemi, c'est la finance, d'accord, mais on est passé à autre chose dans la social-démocratie européenne. Or, manifestement, Boric, c'est son modèle, et donc il s'aligne sur les positions de l'Union européenne, sur Washington, pour, par exemple, dénoncer, au nom des droits de l'homme, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, etc. L'espoir qu'on... Alors là, je parle à titre personnel, l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il est un grand admirateur de Lula, et que vraisemblablement, Lula va lui expliquer quand même qu'il y a des contextes qui font que la situation n'est pas aussi tranquille au Venezuela, par exemple, qu'elle peut l'être dans un pays, en Suisse ou en Suède, ou même en France, on a des gilets jaunes. Le jeune président Gabriel Boric est arrivé au pouvoir porté par cette explosion sociale. Il y a des jeunes emprisonnés. Et il a fait récemment un discours disant il y a eu dans ces manifestations des violences absolument inacceptables et il n'est pas question de faire sortir ces jeunes. Il y a eu les violences des carabineros, des carabiniers, nous les condamnons, mais nous condamnons également les violences dans les manifestations et il n'a pas l'intention du tout de faire sortir les jeunes qui l'ont porté au pouvoir. Et ça crée un malaise très très profond au Chili, et pas uniquement dans la gauche radicale. Ça fait aussi partie de la perte de popularité de Gabriel Boric au pays même. Alors, vu depuis la gauche latino-américaine, Boric, il est vu avec une certaine déception, parce que pour des raisons de ce type, et aussi parce que sur le plan international, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est un peu trop aligné, enfin, du point de vue des gauches, un peu trop aligné sur Washington. Petro, Lula, Maduro, j'en oublie, Fernandez en Argentine, etc. C'est vraisemblablement Andrés Manuel López Obrador au Mexique, c'est le début d'un nouveau cycle d'intégration d'intégration latino-américaine, parce que l'union de la société américaine a été complètement torpillée par la période où on a eu quasiment que la droite au pouvoir. Donc là, avec Lula, etc., ça va reprendre. La communauté des États latino-américains, Caraïbes, la CELAC, sans les États-Unis, a déjà été revitalisée par Andrés Manuel López Obrador du Mexique. Et puis il va y avoir effectivement le retour des BRICS au premier plan, puisque le Brésil fait partie des BRICS. Bolsonaro n'était pas très enthousiaste avec ce truc, mais enfin quand même, il n'a pas rompu. Parce que et Lula très clairement a fait savoir que les BRICS c'était toujours l'horizon du Brésil. Les attraits des BRICS, c'est l'engagement en faveur d'un modèle de développement fondé sur la coopération sud-sud. C'est-à-dire que c'est plus le tête-à-tête avec les pays du Nord, États-Unis et Union européenne. Ce qu'on appelle la communauté internationale, d'ailleurs entre parenthèses. Quand on vous parle de la communauté internationale, c'est les États-Unis et l'Union européenne. On oublie qu'il y a quand même pas mal de monde en Afrique, en Asie, etc. Bref. Les BRICS, ils sont actuellement responsables d'un tiers de la production céréalière mondiale, par exemple. Depuis le boom des matières premières, en 2003, la Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, représentant 70% du soja brésilien. Alors ça pose un autre problème. Le soja brésilien, c'est aussi un problème en soi. C'est-à-dire que c'est la dévastation de l'Amazonie. Là, tout est lié. Tout ça va être extrêmement délicat à gérer. Mais les exportations de protéines animales et de céréales de la région vers la Chine sont aussi appelées à augmenter en raison de l'augmentation de l'expansion croissante de la classe moyenne chinoise.
On estime, alors là les chiffres c'est à la louche, qu'il y a 400 millions de personnes qui sont considérées comme de classe moyenne en Chine, et le gouvernement chinois, je ne sais pas s'il va réussir, je ne sais pas s'il faut qu'il réussisse, il entend porter ça à 700 millions. Donc là, évidemment, pour les pays d'Amérique latine, en particulier le Brésil, l'Argentine, il y a un marché. Voilà. Après, ça obligera à rentrer dans un autre débat sur l'environnement, etc. La Chine est consciente peut-être du problème, puisque le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Brésil a déclaré que Pékin souhaite diversifier les échanges commerciaux en augmentant la valeur ajoutée des importations brésiliennes. Le commerce international en dollars, il est devenu problématique pour, non seulement alors pour la Russie en ce moment, ou pour le Venezuela, mais aussi pour tout pays qui, à un moment ou à un autre, pourrait être en désaccord avec les États-Unis. Puisque les États-Unis font la loi avec leur dollar, et qu'à partir du moment où ils vous mettent au banc des nations, vous êtes dans la panade. Plus personne ne peut commercer avec le Venezuela, personne ne peut commercer avec Cuba, parce qu'en plus, et c'est pour ça que les Cubains d'ailleurs parlent d'un blocus et non pas d'un embargo, parce qu'on pourrait dire, c'est pas vraiment un blocus, Cuba, c'est un embargo. Mais c'est parce que ça touche la communauté, c'est pas uniquement Cuba. C'est la communauté internationale. Vous pouvez vous appeler la Suisse, la France, machin, si vous travaillez avec le gouvernement cubain, vous tombez sous le coup des sanctions américaines. Et donc vous ne pouvez plus aller travailler aux États-Unis. Donc l'idée qui flotte d'une monnaie alternative aux BRICS, sachant par ailleurs qu'il y a un certain nombre de pays qui tapent à la porte, qui sont l'Argentine, qui sont l'Iran, qui sont la Turquie, qui sont l'Égypte, qui sont y compris l'Arabie Saoudite. Voilà le nouveau panorama. C'est ça leur revendication, c'est la souveraineté, à la fois sur le plan politique et aussi sur le plan économique. J'essaie de ne pas être un anti-américain primaire qui serait tout est la faute des États-Unis systématiquement. C'est le grand Satan. Quand je fumais des Marlboro, je bois du Coca-Cola sans complexe, j'aime bien le cinéma américain, j'aime bien la musique. Sauf que sur des exemples très concrets, d'ailleurs le Honduras. Le Honduras, on a une présidente de gauche qui vient d'arriver au pouvoir, Xiomara Castro. On a eu un coup d'État en 2009 contre son mari, Manuel Zelaya. Coup d'État, États-Unis, alors là pour le coup, États-Unis. Xiomara Castro arrive au pouvoir et on est en avril 2022. Les États-Unis envoient au Honduras une ambassadrice qui s'appelle Laura Dogu, ambassadrice des États-Unis au Nicaragua pendant la crise de 2018, où il y a eu une crise extrêmement forte au Nicaragua. Dès son arrivée au Honduras, Laura Dogu passe à l'offensive médiatique en lançant une première attaque contre la réforme de l'énergie. Nous sommes préoccupés par l'effet que cette réforme aura sur les investissements étrangers et l'indépendance de l'agence de régulation. Immédiatement après, les États-Unis officialisent ce qu'on appelle la liste Engel, et donc les États-Unis pointent le vice-président du Congrès, Russell Tomé, qui est un militant du Parti Libre, qui a été victime du coup d'État, nomme Edgardo Castaña, qui est conseiller présidentiel, Enrique Flores, tous des gens qui sont proches de la présidente Xiomara Castro. Quand sur le coup, ça devient décorrompu. Je vous rappelle quand même que le président, pendant 8 ans du Honduras, s'appelait Juan Orlando Hernández, qu'il a dirigé après le coup d'État un narco-État, qu'il a été soutenu par les États-Unis, qu'il a été reçu par les anti-stupes américains, qu'il a eu le Southern Command, le commandement sud de l'armée des États-Unis, qui l'ont appuyé, qui l'ont soutenu. Et 3 jours après la prise de possession de Xiomara Castro, on n'avait plus besoin de Juan Orlando Hernández. Il a été extradé aux États-Unis, où il va être condamné pour narcotrafic. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, reproche régulièrement aux USA de s'insérer dans les affaires intérieures. Alors d'abord, il finance un certain nombre de groupes de la société civile, ce qu'on appelle la société civile. Et puis 8 avril 2022, l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, le projet de loi sur la production d'électricité au profit des entreprises publiques fera obstacle aux investissements étrangers. Je vois les guillemets. Le gouvernement de Joe Biden respecte la souveraineté du Mexique, mais néanmoins, la situation menace de déposer des litiges sans fin. Il n'y a pas l'Argentine, excusez-moi, je vous le cite parce que ça vaut son pesant de cacao. C'est pas vieux, hein, ça date d'août 2022. Il y a une réunion du Conseil des Amériques, donc à Buenos Aires, organisée par l'American Society, qui a été créée par David Rockefeller, donc avec la Chambre atlantique du commerce et des services. Il y a l'ambassadeur des États-Unis, Mark Stanley. Il y a des membres de l'opposition de droite argentine.
Et Mark Sterney leur donne la feuille de route, publiquement, devant des caméras, comme je suis en train de faire. Il leur dit, n'attendez pas 2023, indépendamment de l'idéologie ou de la position du parti, unissez-vous maintenant, formez une coalition pour battre Christina Kirchner. Publiquement. C'est-à-dire que les États-Unis décident qui doit ou peut être président dans un pays d'Amérique latine. Donc effectivement, ces gouvernements de gauche, y compris quand ils ne sont pas forcément des radicaux, tous se raidissent en ce moment, et ça explique effectivement l'intérêt pour les BRICS, l'intérêt pour, on pourrait là encore parler de la position de l'Amérique latine face au conflit entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien. Aucun pays d'Amérique latine n'applique de sanctions à la Russie. C'est pas parce qu'ils approuvent l'invasion de la Russie par Poutine, c'est parce qu'ils savent très bien, et eux le disent, ils prennent une distance avec États-Unis, l'axe euro-atlantique. Mais en Ukraine, 70% des terres qui produisent des céréales sont entre des mains de fonds de pension américains. Oui. Et c'est la raison aussi pour laquelle nos médias ne s'enthousiasment pas pour Lula. Il y a moins d'enthousiasme, on le sent, pour Lula en ce moment qu'il y en avait en 2002. Le Venezuela, par exemple, tient, comme il tient, c'est parce que ça ne veut pas dire qu'il y a encore une majorité de chavistes au Venezuela. Mais c'est parce qu'il y a un noyau dur d'organisations sociales qui ont été créées, qui sont les collectifs, qui sont les conseils communaux, qui ne sont pas la majorité, mais qui, pour un gouvernement, sont un appui fondamental. En Colombie, il y aura un appui. Mais après, évidemment, c'est plus compliqué. La Colombie sort d'un conflit armé. Les gens sont fatigués, les gens sont fatigués, il faut bien comprendre. Et donc il y a un immense espoir pour Petro. D'abord, la gauche, finalement, elle a pu émerger, elle a pu repouvoir, parce qu'il n'y a plus la principale guérilla. Parce que jusqu'aux accords de paix de 2016, la présence des FARC faisait que tout opposant de gauche, même de gauche modérée, était considéré comme un allié des guérilleros. Donc ça a interdit pendant très longtemps l'expression de la gauche classique. C'est un problème, ça a été vrai en Équateur avec Rafael Correa. Rafael Correa fait des choses extraordinaires, mais il n'y a pas eu la création, le soutien, l'appui d'un mouvement social qu'on organise. Je dirais presque que la situation est plus compliquée au Brésil qu'en Colombie. Parce qu'en Colombie, je veux dire, les camps politiques sont très bien délimités. Au Brésil, vous n'avez pas 50% de la population qui est néofasciste. Vous avez des gens qui sont promus, vous avez des gens qui en ont marre de l'insécurité, qui votent pour un homme fort. Il y a plein de raisons. Après, ce courant politique, là, il les récupère. Donc le danger, il est là. Le reproche qui est souvent fait au Parti des travailleurs au Brésil, c'est que c'est devenu un parti de classe moyenne, un parti de cadres, et qui n'ont pas travaillé le mouvement social. Le pouvoir au Brésil, c'est BDV. La Bible, les bœufs, les balles. La Bible, les évangéliques, les bœufs, les grands propriétaires, les fazendeiros, qui occupent des terres énormes pour faire du bétail, exporter vers la Chine, exporter vers l'Union européenne, et les balles, c'est le fusil, c'est le flingue. Et c'est un pouvoir extrêmement puissant. C'est la base sociale du bolsonarisme, c'est la vraie force de Bolsonaro. Et ça, Lula, dans son premier mandat, n'est pas attaqué de front. Parce que vous attaquez, là pour le coup, vous attaquez de front à ce pouvoir, c'est la guerre civile. Il y a une telle polarisation, et ils sont tellement puissants. Donc on a reproché à Lula d'être un peu trop négociateur, mais il faut voir aussi qu'on ne déclenche pas une guerre civile comme ça. Venezuela, de prendre des mesures, en plus qui n'étaient même pas des mesures radicales, franchement, les 41 décrets qu'a fait passer Chavez en 1999, c'était des décrets, y compris que tout le monde aujourd'hui revendiquerait. Mais pour le coup, les puissances économiques nationales et internationales, le Brésil, la terre, elle n'est pas uniquement aux Brésiliens. Donc en fait, c'est un véritable combat, c'est une lutte permanente, dans lequel, et là encore, le mouvement social a son importance. Bon, j'arrête là, parce que sinon ça va être interminable. Oui, puis, bon, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais j'aurais pu être plus long encore, vous en tirez bien.